c'est jamais fini dans le sens qu'on a amélioré, mais on n'est pas arrivé avec un produit final. Voici, on a réglé le problème du traitement du son chez un robot, mais on a amené des solutions nouvelles, si on peut dire ça comme ça. Okay. Cool. Puis, après ça, là, j'ai été justement à Boston faire mon postdoc. Puis là, j'étais dans le lab. C'était vraiment un lab spécialisé en reconnaissance de la parole. Pas nécessairement appliqué à la robotique, mais vraiment plus dans l'optique où tu parles devant ton ordinateur puis ça transcrit ce que tu dis. Donc, vraiment, les engins de reconnaissance qu'on connaît avec Google, tout ça. Ouais. Puis là, ça a été super intéressant parce que là, je suis passé vraiment dans le fameux domaine de l'intelligence artificielle où tout le monde est en train de parler de ça parce que ça fait depuis à peu près 5 ans qu'on a des résultats incroyables avec ces méthodes-là. Fait que là, j'ai pris un peu certaines choses que je faisais, mais j'ai essayé de les adapter en utilisant des réseaux de neurones puis des techniques beaucoup plus au goût du jour, si je peux dire ça comme ça, qui étaient devenues populaires dans les dernières années. Parce que le lien avec ce que tu fais étant que là, ils reçoivent des sons, tu analyses les sons. Là, c'est carrément, tu reçois un son, mais le son est un mot. Puis là, il faut que tu comprennes. Est-ce que, parce que les mots en tant que tels n'ont pas une signature aussi claire qu'un son va l'avoir avec les fréquences, là, tu sais? C'est sûr. Ben, en fait, je te dirais la grosse différence, c'est qu'avant, la façon qu'on fonctionnait, c'est qu'on avait des ingénieurs qui connaissaient le problème puis qui allaient définir les caractéristiques qu'il fallait extraire des sons. Okay? Donc, on allait comme dire, bon, ben, je vais prendre telle fréquence, telle fréquence. Fait on créait une espèce à partir de notre compréhension du phénomène, on créait des formules mathématiques. Puis après ça, on envoyait ça dans un système qui allait faire différentes décisions basées sur ça. Quand on est arrivé avec les réseaux de neurones, ce qui était le gros avantage, c'est que là, on n'a plus besoin de définir manuellement ces fonctions-là pour extraire les caractéristiques. Le réseau va les apprendre lui-même. Un réseau de neurones, ça, c'est carrément... on est carrément dans... C'est des neurones artificiels, là, c'est carrément comme un cerveau. C'est le même raisonnement qu'un cerveau, finalement. C'est comme un cerveau, mais en fait, un réseau de neurones, c'est essentiellement une immense fonction mathématique. Puis c'est que chaque neurone, c'est comme une unité de calcul, si on veut, qui reçoit une entrée, puis qui décide qu'est-ce qu'il laisse sortir. Puis ce qui laisse sortir va être connecté à d'autres neurones, puis ça va se propager à différents niveaux. Donc, ça ressemble, on parle de neurones comme les humains parce que quand on retourne en bio et on regarde un neurone, c'est quoi? C'est un récepteur et un transmetteur. Mais c'est plus dans le sens, on peut vraiment le voir comme une équation mathématique où on va avoir un lien entre deux noyaux, puis on va décider si la valeur numérique va se transmettre ou pas, puis comment qu'on va la modifier quand on va la recevoir. Donc, ça, c'est un réseau de neurones classique. Puis il y a des chercheurs qui travaillent sur des réseaux de neurones qui sont plus proches de ce qui, selon nous, se produit dans le cerveau. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des neurones qui vont envoyer des décharges. Donc, ça, c'est des neurones qui essaient de vraiment imiter le neurone biologique qu'on a dans notre cerveau. Tandis que les réseaux de neurones actuellement qu'on a sur les systèmes d'intelligence artificielle dont on parle, c'est essentiellement des fonctions mathématiques. Donc, physiquement, ça a l'air de quoi? C'est un ordi? Oui, c'est un logiciel avec plein de valeurs qui sont stockées, puis on fait des modifications sur les valeurs, puis on passe ça à un prochain, en anglais, on dit un layer, donc une couche, puis ça se propage. Puis ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, tu as peut-être déjà entendu, c'est un buzzword. On appelle ça deep parce qu'il y a beaucoup de couches de neurones. Donc, on va en profondeur. Avant, si on remonte à il y a 15-20 ans, on avait surtout des réseaux avec 3 couches, entrée, couche intermédiaire, puis sortie. Puis on n'était pas capable d'aller plus loin que ça parce qu'on n'était pas capable d'entraîner les réseaux. On avait des problèmes de stabilité, on a des problèmes de convergence. Puis là, on a développé, il y a eu plein de gens qui ont essayé de trouver des solutions pour être arrivé à finalement des solutions où on pouvait en mettre pas mal plus en plusieurs couches une par-dessus l'autre. Puis là, on arrive à des réseaux, par exemple, qui vont avoir 150 couches de profondeur. Donc, on est comme dans un autre monde. Puis là, le fait d'acheter des couches, c'est que ça permet de modéliser de façon plus représentative des phénomènes très complexes. Parce que chaque couche amène un niveau de complexité supplémentaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le deep learning. C'est pour ça que ça prend autant de calculs, autant de puissance, parce qu'il y a tellement de paramètres, il y a tellement d'unités de calcul, de nœuds auxquels il faut faire des modifications,
que là, on utilise des super ordinateurs pour faire l'entraînement, pour arriver à des résultats intéressants. Okay. Puis un neurone, mettons comme ça, où chaque layers, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le programmer pour lui dire quand quelque chose arrive, voici comment. Si c'est ça, tu le traites comme ça. Si c'est ça, tu le traites comme ça. C'est ça exact. Que tu dis dans le fond. En fait c'est que le réseau va apprendre par exemple. C'est ça qui est intéressant. C'est que je vais prendre un dataset. Mettons, mettons qu'on parle du son, là, parce que c'est mon domaine. J'ai, disons, 10 000 enregistrements d'un son d'un chien qui aboie, puis j'ai 10 000 enregistrements d'un son d'un téléphone qui sonne. Ben, je pars de ça, puis j'entraîne mon réseau, c'est-à-dire j'y monte un premier échantillon, je dis ça, c'est un chien qui aboie. Fait que là, il évalue cet échantillon-là, puis il va arriver avec une prédiction au début. Il va dire, ben ça, c'est un chien ou c'est un chat. C'est un chien ou un téléphone. Okay. Puis, initialement, ce qui va arriver, c'est que la prédiction va quasiment être aléatoire. Il ne sera pas intelligent, il va quasiment guesser un ou l'autre, puis il n'aura rien appris. Mais en fonction de ce qu'il prédit, je vais dire, ah non, ça, c'était ce que tu as prédit, c'est pas bon. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va revenir dans les différentes couches de ton réseau. On va regarder c'est quels paramètres qui ont contribué à amener cette mauvaise décision-là, puis on va essayer de les modifier pour que la décision soit renversée. OK. Puis là, j'en donne, je fais ça des milliers, voire des millions de fois. Puis à un moment donné, tous les paramètres vont s'ajuster pour arriver à prédire correctement selon ce que je lui montre à l'entrée. Fait que c'est ce qui prend énormément de temps. C'est pour ça que, par exemple, des compagnies comme NVIDIA qui font des cartes graphiques sont rendues extrêmement populaires de nos jours parce que les autres, ils ont des unités de calcul en parallèle. Puis toute cette démarche-là de mettre à jour certains paramètres, ils peuvent le paralléliser sur ce qu'on appelle des GPU, qui est une unité de calcul graphique que normalement on utilise quand on joue à des jeux vidéo pour afficher ce qui se passe à l'écran puis calculer tous les polygones. Puis, on dit, mais t'as une bonne carte graphique, fait que tu vas pouvoir jouer à un jeu avec un bon taux de rafraîchissement. Mais là, on a trouvé des façons de prendre ça puis en fait s'en servir pour entraîner les réseaux. Fait que, de nos jours, les gens achètent des GPU pour faire de l'entraînement. Puis là, ben, évidemment, tu as des joueurs comme Google ou Microsoft qui ont des data centers remplis de GPU puis qui peuvent faire de l'entraînement vraiment très, très lourd là, pour leur modèle. Okay. Fait que c'est carrément ça, c'est de l'entraînement. Là. C'est carrément genre traîner, puis tu lui dis qu'est-ce que tu veux qu'il apprenne, puis... Exact. Ben, tu sais, c'est un peu comme, mettons, quand tu apprends à faire un sport. Faut que tu le refasses, C'est ça. Tu corriges, tu corriges, tu continues. Ouais. Puis à un moment donné, il y a comme un... Tu sais, ben, on a joué au volleyball les deux. Tu sais, mettons, quand tu vas faire une attaque au filet, tu vas plus y penser, là, bon, il faut que je me place de même, il faut que je fasse ça. Il y a comme une espèce de chaîne de traitement qui a été puis le meilleur exemple, c'est si tu changes de main, tu dis là, je vais attaquer la main gauche, là, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. C'est comme si les neurones dans ton cerveau ont comme appris une espèce de pattern qui fait que ça se fait de façon automatique. C'est un peu le même principe qu'on essaie de reproduire avec les ordi.